Enseigner, c'est un métier d'adaptabilité à chaque instant, à tout ce qui peut se passer dans une classe. S'il faut aussi qu'on s'adapte à chaque instant à tout ce qui peut se passer dans le ministère qui nous supervise, c'est assez désagréable. Domitil Courtemanche, invitée Radio Mont-Blanc ce matin, c'est Catherine Walter-Solos, c'est la déléguée syndicale SNUIPP FSU. Oui, c'est donc pour parler ensemble de la rentrée des enseignants. Bonjour Catherine Walter-Solos. Bonjour à vous, bonjour à toutes et toutes. C'est donc l'occasion de faire le point un peu sur cette rentrée 2024, de parler aussi de l'état, on va dire, des professeurs après des mois compliqués en Haute-Savoie. Alors d'abord, je voulais commencer par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, peut-être pressenti comme Premier ministre, on verra dans les heures qui suivent. Il devrait présenter ce jeudi ses vœux à la presse, avec notamment les futurs chantiers de cette année 2024. Alors, est-ce que vous en attendez quelque chose des déclarations de Gabriel Attal ? Alors écoutez, personnellement je n'en attends pas grand-chose. Je ne pense pas que mon syndicat soit vraiment non plus très optimiste par rapport à ses vœux. On aimerait surtout, nous, si on nous entendait, on aimerait surtout que les choses se calment un petit peu et qu'on arrête d'empiler réforme sur réforme sans les avoir évaluées auparavant. Parce que les conséquences de ces réformes sur réformes, ça a des conséquences directes sur les enseignants. Les conséquences de ces réformes sur réformes, ça a des conséquences directes sur le stress des enseignants. Enseigner, c'est un métier d'adaptabilité à chaque instant, à tout ce qui peut se passer dans une classe. S'il faut aussi qu'on s'adapte à chaque instant à tout ce qui peut se passer dans le ministère qui nous supervise, c'est assez désagréable. Et puis, il y a eu une multitude de réformes qui n'ont jamais été, ou de procédures installées qui n'ont jamais été évaluées. Alors pour un gouvernement qui a la religion de l'évaluation, en ce qui nous concerne en tout cas, ce serait quand même bien aussi qu'ils prennent le temps d'évaluer les choses qu'ils mettent en place avant de les changer, qu'on puisse savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a des choses qui ont été évaluées, mais de façon carrément scientifique, du genre l'impact du redoublement, ce qui fait qu'un enfant réussit à apprendre à lire ou pas, ça a été vraiment étudié. Et on voit que c'est la qualité du professeur et pas la qualité de la méthode. Donc, on sous-entend qu'on va nous imposer plus ou moins des méthodes, alors qu'on tient beaucoup à notre liberté pédagogique. Donc voilà, on aimerait, c'est très déstabilisant. D'ailleurs là, j'avais une lettre d'une collègue. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, qui a réagi au choc des savoirs. Et le choc des savoirs, ça l'a mis KO, le choc des savoirs. Alors précisez-nous ce que c'est que le choc des savoirs. Alors le choc des savoirs, c'est une des dernières interventions de notre ministre, qui ne sera peut-être plus, donc Gabriel Attal, qui nous a dit qu'il allait procéder au choc des savoirs. Donc encore des grands bouleversements qui pour beaucoup sont des retours en arrière, qui pour beaucoup aussi sont une remise en cause d'une égalité à l'école, puisque les enfants, ils s'adressent aux enfants des classes moyennes qui sont gênés dans leur développement, etc. Et il va serrer un petit peu les choses, ce qui fait que les enfants des classes défavorisées nous semblent être à l'avenir encore plus défavorisés. Donc en fait, ce choc des savoirs ne vous convient pas, si je comprends bien. Le choc des savoirs ne nous convient pas. Le choc des savoirs nous traumatise même, parce qu'on a quand même des convictions. On a des convictions sur notre métier, on a des convictions aussi sur le style de monde qu'on veut avoir, sur ce qu'on veut offrir aux enfants que nous accueillons. Et ce choc des savoirs ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Alors, je voudrais revenir un petit peu à la Haute-Savoie. On voit que le problème, il est national, mais il est aussi local. Ça se passe ici, notamment avec le manque criant de certains établissements, donc de contractuels et de titulaires. Je prends l'exemple du collège de Saint-Jean-d'Aulps, qui manque carrément de professeurs depuis la rentrée dernière. C'est-à-dire que les élèves n'ont plus cours de français, de maths, d'anglais, d'histoire au collège. Donc, c'est quand même un sacré problème. Un autre point aussi qui n'arrange rien, la question de l'affectation, notamment en 2023, des enseignants, qui a été jugée aberrante par votre syndicat, avec des affectations notamment qui sont allées en Savoie jusqu'en Isère. Donc ça creuse évidemment le manque d'enseignants dont on parle actuellement. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? Comment on explique cette politique ? Alors bon, pour le manque d'enseignants d'une manière générale, on a remarqué au niveau national le manque d'attractivité. Pour le département de la Haute-Savoie, on a le problème de la vie chère. Ce qui fait qu'on a le concours étant académique, on a des gens qui ne sont pas dans les premières places du concours, on a des gens de la Drôme, de l'Ardèche qui vont se retrouver ici et qui sont très 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 surpris par les prix. Donc on a eu pas mal de témoignages
quand je dis jeunes collègues, c'est nouvellement arrivés dans le métier, qui se sont retrouvés par exemple dans la zone d'Annemasse où c'est très tendu au niveau immobilier et qui au mois d'octobre couchaient encore dans leur voiture. Donc on comprend qu'ils n'aient pas envie bien sûr, d'enseigner dans ces conditions-là, bien sûr. Dans ces conditions. Après, donc, on a dans le premier degré, là j'ai les chiffres du premier degré, puisque le SNUIPP est un syndicat du premier degré, SNUIPP FSU. Dans le premier degré, il nous manque 50 enseignants pour pouvoir pouvoir tourner, avoir un enseignant devant chaque classe. En Haute-Savoie. 50 en Haute-Savoie. 50 en Haute-Savoie. Donc 50 en Haute-Savoie, ça veut dire que très vite, il va manquer des enseignants, que toutes les circonscriptions, on essaie d'équilibrer. Enfin, quand je dis on, c'est l'administration, bien sûr, qui essaie de tenir compte des différentes circonscriptions. Par exemple, à Annemasse, c'est une circonscription où il y a énormément de jeunes collègues, enfin de jeunes dans l'enseignement. Et on est une profession donc avec 85% de femmes. Donc qui dit jeunes collègues dit aussi congé maternité, plus que quand on est dans des endroits où les collègues ont tous 20 ans d'ancienneté. Donc à Annemasse, très vite, ils n'ont plus de remplaçants. Tout le monde a été affecté à un poste. Donc c'est très tendu par rapport à ça. On essaie de tenir même quand on est malade, parce qu'on ne veut pas que nos élèves soient répartis dans les différentes classes. On sait bien les conséquences que ça a pour nos collègues, pour les parents qui ont des problèmes de garde, etc. Et puis, ça a un problème aussi plus général, c'est que comme on est à flux tendu, on est un département, il n'y a pas d'égalité territoriale, puisqu'on est un département où il n'est pas possible d'avoir des disponibilités ou des temps partiels, si ce n'est pas de droit. Sachant que pour les temps partiels, il y a eu quelques petits aménagements, par exemple pour les personnes en fin de carrière, pour les personnes avec des enfants jeunes. Mais comme le rôle du DAZEN, effectivement, c'est de mettre un enseignant devant chaque classe, même si les gens arrivent à avoir une grosse fatigue, etc., et avoir besoin de souffler une année ou de diminuer un peu la pression du travail, parce que c'est un métier quand même très engageant, il ne peut pas nous accorder ce genre de choses, puisqu'il doit avoir un enseignant devant chaque classe. Donc on le voit, un manque criant donc, de professeurs en Haute-Savoie. Je reviens sur la question donc, justement des affectations. Oui. Donc il y a du monde qui aurait aimé, par exemple, enseigner en Haute-Savoie. Ils se sont retrouvés en Savoie, en Isère. Comment ça se fait ? Alors, comment ça se fait ? Apparemment, il y a eu un problème d'organisation. Alors, les deux entités se relancent la balle. Donc, les enseignants sont formés en partie à l'INSPE. L'INSPE, il y en a une donc pour l'académie, il y en a une sur Annecy maintenant, avant c'était Bonneville, et puis une sur Chambéry. Et apparemment à l'INSPE, ils ont prévu une cohorte, donc une classe on va dire, alors qu'il y avait plus de personnes qui auraient été intéressées. Alors on est donc un département déficitaire. Personnellement, en tant que déléguée syndicale, une contractuelle de Thonon me téléphone et me dit « Écoutez, moi j'ai réussi le concours. À votre avis, où est-ce que je vais être envoyée ? Parce que j'ai 4 enfants. » Donc je lui dis, écoutez, ici, les débutants se retrouvent souvent sur Annemasse. Donc Annemasse, Thonon, c'est faisable. Ne vous rassurez-vous, etc. Elle aurait voulu être sur Annecy, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ou sur la vallée de l'Arve, sur Chamonix, pareil. Je lui dis, Thonon, Annemasse, pas de problème. Et 4 enfants, donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et du coup, elle se retrouve nommée en Isère. Vous imaginez le désarroi, comment voulez-vous faire ? Alors justement, pourquoi ? Alors là, apparemment, c'est une mauvaise communication entre la rectrice, le rectorat, et l'INSPE, puisque l'INSPE disait, mais nous, on nous aurait dit qu'il fallait avoir 2 cohortes, on aurait fait 2 cohortes, puisqu'on a même des profs qui n'ont pas leurs heures, etc., et qui vont aller travailler à Chambéry. Ça les arrangerait, en étant haut savoyard, de travailler sur Annecy. Et puis, la rectrice disait qu'avec les chiffres qu'elle avait... Enfin bref, donc ils se sont renvoyés la balle, on n'a pas très bien compris. Et puis, on a des personnes en souffrance, et surtout, on a des personnes, comme on dit pudiquement, qui ont renoncé à bénéficier au bénéfice du concours. Donc, ça s'appelle, c'est pas une démission, puisqu'ils n'ont pas pris leur poste. Mais on a des Savoyards, cette dame de Thonon peut-être. On avait un collègue, une personne qui allait devenir collègue, qui était à Chamonix, qui était envoyée aussi en Isère ou en Savoie, qui ont renoncé. Oui, donc en fait, ils ont renoncé. Alors déjà, face aux conditions de travail, malgré une motivation par rapport au métier, et qui n'acceptent pas de travailler, qui n'acceptent de travailler qu'à certaines conditions, en fait, finalement. Mais dans certaines conditions, c'est vrai qu'en début de carrière, maintenant, c'est plus des petits jeunes qui sortent. On a beaucoup moins de petits jeunes qui sortent de leur master, etc., en pouvant s'installer où ils veulent. C'est souvent des reconversions, donc des gens qui sont installés avec un ou une conjointe, des enfants souvent.
Et c'est pas évident. En plus, les premières années, on n'est pas attaché à un lieu définitivement. Donc c'est un petit peu compliqué quand on habite Chamonix, quand on habite Thonon, de se retrouver en Isère. Vous imaginez bien. Bien sûr. Une petite pause pub et puis on vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup. Et on retrouve Catherine Walter-Solos, déléguée syndicale SNUIP-FSU de Haute-Savoie. Je voulais parler avec vous justement de la santé mentale des enseignants. Alors qu'en est-il ? On sent quand même un certain mal-être au sein de la profession et aussi en Haute-Savoie. Oui, il y a un certain mal-être dans la profession, lié aux conditions dont on a parlé tout à l'heure, le manque d'enseignants, le manque de possibilité de faire une pause en étant par exemple à temps partiel ou en prenant une année de disponibilité ou en demandant donc une formation, etc. Et puis la multiplication des réformes, les changements radicaux, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et puis la multiplication des tâches aussi, il va falloir faire un certain nombre de choses. C'est le ministère, c'est pas les syndicats qui ont donc évalué que le temps moyen d'un enseignant, en premier degré, c'était 44 heures par semaine. Et là, alors qu'on demande une augmentation, on nous propose le pacte. C'est pas une augmentation, c'est travailler plus pour gagner plus. Mais les gens qui travaillent déjà 44 heures n'ont pas vraiment l'occasion de prendre un pacte. Donc c'est souvent les gens qui sont soit déjà en temps partiel, qui peuvent éventuellement donc recourir à ce genre de choses. Et puis pour nous, ce n'est pas la solution, parce qu'avec les pactes, par exemple, on est dispensé de certaines réunions d'équipe ou de choses comme ça, donc ça déstabilise, ça déséquilibre encore les équipes et la dynamique au sein d'une école. Donc pour nous, c'est absolument pas la solution, ça crée des tas de tensions. Et c'est pas comme ça qu'on va revaloriser nos salaires. Alors c'est quoi la solution ? La solution, c'est revaloriser nos salaires, ce qui permettrait aussi éventuellement de rendre cette profession plus attractive, parce qu'elle n'est pas attractive du fait du salaire, du fait qu'on est dans une zone de vie chère, et du fait aussi que c'est plus une profession considérée. Donc, et à qui on demande des choses de plus en plus disparates et nombreuses. En particulier aussi pour les directeurs et directrices d'école. Et puis l'école inclusive, qui est une très belle chose. Franchement, je suis tout à fait, au SNUIPP-FSU, on est tout à fait favorable à cette possibilité que des enfants en situation de handicap puissent être intégrés à des classes d'enfants normaux, classiques. C'est formidable pour eux. En revanche, il faut des moyens. Il faut des moyens en formation, il faut des moyens en accompagnement, il faut des moyens en effectifs allégés éventuellement. Enfin, voilà. Je voulais revenir sur la question des salaires. Ils ont quand même été tout de même un peu revalorisés par Gabriel Attal. Désormais, ils touchent pas moins de 2 000 € chacun. Alors, en début de carrière, ce qui fait que, comme c'est revalorisé en début de carrière, après, ça va être lissé. Donc, c'est mieux parce qu'effectivement, les premières années seront mieux payées. Mais c'est pas quelque chose qui va suivre tout le long, donc ils vont. C'est ça que vous réclamez, c'est que les enseignants qui ont du métier puissent aussi bénéficier d'augmentations salariales. Voilà, parce que nous on n'a pas eu d'augmentation salariale conséquente depuis bien des années. Donc là récemment, il y a eu ce 1,5% du point d'indice. Il y a eu des primes, mais qui étaient jusqu'à 36 000, je sais plus, enfin jusqu'à une certaine paie déclarée, etc. Mais c'était donc pas pour tout le monde. Et en milieu, fin de carrière, on pense que les collègues ont droit aussi à une augmentation. Donc le bien-être des professeurs, ça passe donc par un bon salaire, ça passe par des heures de travail pas trop conséquentes, mais aussi par un climat qui est plutôt bon. Actuellement, il y a quand même un climat de tension, des alertes à la bombe à répétition qui ont eu lieu dans différents établissements scolaires en Haute-Savoie, par exemple à Annecy, Saint-Pierre-en-Faucigny, mais aussi des élèves de plus en plus agressifs, des menaces de couteaux dont on a entendu parler par exemple à Rennes. J'imagine qu'en Haute-Savoie aussi, il y a cette réalité de violence. Elle est sensible dans cette tension dans les classes de Haute-Savoie ? Alors dans le premier degré, on a plutôt des élèves dits éruptifs, donc c'est pas forcément répertorié MDPH, c'est-à-dire handicap. On a des enfants éruptifs qui sont étiquetés avec un handicap, qui bénéficient éventuellement d'un accompagnement par une AESH, donc aide à la scolarité, le sigle m'échappe. Bref, et donc ces AESH qui sont aussi une denrée rare, puisque c'est un travail avec un temps partiel imposé, puisqu'elles font les heures, au mieux elles font 24 à 30 heures quand elles sont en collège, et donc on en manque cruellement aussi. Et ces élèves peuvent parfois, donc les handicaps, j'ai jamais vu de collègues en souffrance parce qu'ils accueillaient un petit myopathe ou un élève avec un problème de vue ou des choses comme ça, mais on a beaucoup d'élèves éruptifs.
c'est souvent lié à des souffrances, à un développement, enfin, à des conditions qu'on ne cerne pas toujours, et ils arrivent à vous mettre en qualité empêchée, c'est-à-dire vous empêcher de faire votre travail comme vous le souhaiteriez. Ça veut dire à la fois au niveau pédagogique, à la fois dans la protection des autres enfants, et puis l'intérêt de ce qu'on peut proposer, à la classe, puisqu'on doit gérer l'enfant éruptif. Sur ce point, on en revient un peu au manque d'enseignants d'AESH, comme vous dites. Moi, je voulais revenir aussi sur la question vraiment de la menace, à la fois terroriste et d'agression pour les élèves, pour les professeurs. Comment ils gèrent cette tension, que ce soit une menace réelle ou non, elle est présente, cette tension. Comment ils gèrent ça exactement ? Alors écoutez, ça dépend vraiment des personnalités. Il y a une bonne chose qui s'est faite, c'est que récemment, donc, on a remis à plat dans chaque école les dispositifs. Par exemple, dans mon école, c'était assez rock'n'roll, puisque ma directrice, en cas d'alerte intrusion, donc alerte intrusion, on imagine quelqu'un armé tout simplement, et en plus armé de mauvaises intentions, qui va pénétrer dans l'établissement dans le but de terroriser, de tuer, on ne sait pas. Et cette brave collègue devait courir dans les 2 étages de ma grande école avec une petite corne de brume en faisant pouet-pouet devant chaque classe. Donc vous imaginez bien qu'après 2 pouet-pouet, elle avait toutes les chances d'avoir été descendue par l'intrus armé. C'était vraiment pas sérieux, quoi. Parce qu'il faut des alarmes sonores différentes selon qu'il s'agit d'incendie, d'intrusion, etc. Donc depuis plusieurs années déjà, on forme les élèves en cas d'intrusion. Alors maintenant, le consensus, c'est caché sous les tables, silencieux, on ferme les portes et on attend que ça passe. On est aussi dans certaines communes, on a été équipé de balises qu'on doit garder sur nous, et sur lesquelles donc on appuie sur un bouton pour lancer l'alerte si on voit qu'il se passe quelque chose dans ce goût-là. C'est vrai que suivant les personnalités, suivant le fait qu'on ait des proches ou pas qui étaient concernés, on est plus ou moins impacté dans l'angoisse de ce genre de situation. Oui, donc ça reste quand même une situation à prendre vraiment, à évoluer, à progresser en fait dans ce secteur-là. Merci beaucoup Catherine Walter-Solos. Je rappelle que vous êtes déléguée syndicale SNUIP FSU de Haute-Savoie. Merci d'avoir été avec nous ce matin.